Kobi Finkel, analyste militaire. Bonjour à vous, bon matin. Bonjour à vous aussi. Parlons des réussites de l'opération Inkoldi. Ce matin, Tsahal publie un bilan et, entre autres, il y est mentionné plus de 1500 frappes de l'armée de l'air. Oui, regardons l'ensemble de la situation. Que se passe-t-il réellement pendant toute la période des 2 ans et demi écoulés? Cela commence concrètement en janvier 2023. Déjà à ce moment-là, la division du renseignement identifie que les Iraniens sont en train de finaliser leur plan. Si l'on regarde même leurs photos au cœur de Téhéran, ils affichent des slogans très clairs. Nous sommes en route pour l'anéantissement du peuple d'Israël, et derrière cette image se trouve un groupe de toute la haute hiérarchie qui a été éliminé. Eh bien, maintenant, lors de cette opération, puis ils commencent à travailler de manière très approfondie et méthodique. Précisons toute cette période. Nous allons arriver à l'entrée en fonction d'Eyal Zamir. On comprend à Tsahal, on comprend dans le système de sécurité qu'il y a 3 composantes qui sont vraiment, je pense que chacun de nos spectateurs n'en a pas conscience. Moi aussi, lorsque j'ai découvert tout ce grand système hier après-midi, je n'en étais pas conscient à ce point. Nous étions tout simplement face à une menace existentielle. Pourquoi est-ce que je dis cela? Et pour la première fois de ma vie, en 40 ans de carrière, l'Iran avait la capacité, en quelques mois, d'atteindre des bombes nucléaires. Deuxièmement, ce sont 3 composantes. Chacune d'elles est une pierre angulaire, un pilier de cette chaise sur laquelle nous sommes assis. La deuxième chose, c'était la quantité de 2500 missiles qu'ils possédaient, qu'ils avaient en leur possession le 11 juin, et cela devait encore augmenter dans un an. En juillet 2026, ils étaient censés en avoir 8800. Ces mêmes missiles de croisière, ces mêmes missiles balistiques, ces missiles lourds dont 36 ont frappé Israël, et nous avons vu les lourds dégâts ainsi que les 28 personnes tuées. La troisième chose, c'était la crainte que tout ce que nous avons construit pendant 3 ans ici à l'intérieur soit complètement perdu. Plus le cercle des personnes au courant du secret, des partenaires, des décideurs s'élargissait, car il était évident qu'il fallait l'élargir et dire à plus de gens de se préparer, d'être conscients, aux combattants qui avaient reçu un ordre de mobilisation pour se rendre à un certain endroit, parce que nous pensions qu'ils allaient dans la bande de Gaza pour une opération de sauvetage. Ils étaient destinés à agir dans cette partie du plan. Et j'ajouterai encore une chose, des généraux de Tsahal, 3 commandants de région, le commandant de la région centre, sud et nord n'étaient pas au courant de ce plan. C'est à quel point le secret a été bien gardé, car l'effet de surprise c'était le point décisif, c'était le point crucial. Comment appelle-t-on ça dans Tsahal, entre le 7 octobre, où nous avons été surpris, et le 12 juin, où ce sont les Iraniens qui ont été pris de court? Pendant la guerre des 12 jours, parlons un peu des chiffres, Kobi. Alors, nous parlons de 3 composantes principales. Tout d'abord, tu as mentionné, à juste titre, l'histoire des vols pour elle-même. 80% du système de défense aérienne a été neutralisé. Il faut comprendre, Téhéran est une très grande ville, 17 millions d'habitants avec toutes ses banlieues. Ils sont organisés autour de 2 systèmes de défense, l'un à l'ouest de l'Iran, l'autre autour de Téhéran, pour protéger tous leurs centres, toutes leurs installations. 80% de cela a été détruit en l'espace de 7 minutes. De plus, des réussites, tout le haut commandement, 3 chefs d'état-major, les commandants des gardiens de la Révolution, le commandant de l'armée de l'air et de l'espace, l'homme le plus important en fait après Soleimani, ont été éliminés en l'espace de 7 minutes. Le choc a été total chez eux. 1100 drones ont été lancés vers le territoire israélien. Jonathan. Nous nous souvenons de l'histoire des drones pendant la guerre. Maintenant, dans la moitié nord, lors de la dernière guerre, la plupart d'entre eux, sur les 1100 drones lancés vers Israël, ce sont des chiffres fous. 1000 ont été interceptés. Il y a eu un drone qui a pénétré en Israël et, malheureusement, a tué une femme à Beth Shir. Il y a eu un autre drone qui a tué une femme en Syrie. Cette histoire, la suivante,
c'est celle des quantités folles de missiles qui étaient censés être lancés contre nous. Ils étaient censés être lancés contre nous avant le 11 juin et aussi au début de la guerre, 500 missiles sol-sol. Encore une fois, un événement d'une ampleur considérable s'est produit où un nombre significatif, précisément 36 entités ou incidents, ont directement affecté ou ciblé Israël. Cette situation a captivé l'attention générale et il est indéniable que tout le monde a été témoin de la portée et des répercussions de cet événement. La visibilité de cet incident a été telle qu'il est devenu un sujet de discussion et d'observation universelle, marquant les esprits par son impact et sa récurrence. La répétition de tels événements souligne une dynamique persistante et une attention constante portée à la région. La nature de ces 36 occurrences, qu'elles soient des attaques, des incidents diplomatiques ou d'autres formes d'interaction, a eu des conséquences notables sur la situation générale. L'observation collective de ces faits a permis à chacun de prendre conscience de la gravité et de la complexité de la situation, rendant impossible d'ignorer les développements en cours. La portée de ces événements a transcendé les frontières, suscitant une prise de conscience globale et une analyse approfondie de la part de nombreux observateurs et analystes. La résonance de ces actions a été perçue par une large audience, confirmant l'importance de comprendre les dynamiques en jeu. Ils ont été éliminés, détruits, et cela s'ajoute à tout ce grand dispositif. C'était vraiment un grand exploit. Et pourtant, je vais aussi me tourner vers Gaza. Vérifie chose. Nous parlerons de Gaza, mais Kobi, dis-moi un mot sur le mécanisme d'application de Tsahal le jour d'après la guerre en Iran. Excellente question. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'un mécanisme d'application de la loi de Tsahal. Il doit être avec les États-Unis, de la même manière. Cela n'a aucun rapport avec l'histoire du Liban. Je pensais que c'était l'intention. L'armée israélienne n'a pas l'intention de céder. L'État d'Israël ne reviendra jamais à une situation de menace sur ses frontières ou son existence. C'est pourquoi Israël transmet ce mécanisme en coordination avec les États-Unis, cherche à obtenir un accord où il sera écrit qu'Israël a ce droit. Et c'est là que je réponds à ta question, exactement comme au Liban, où hier 2 terroristes ont été éliminés, c'est 1h30 de vol. Les pilotes disent que le commandant de l'armée de l'air leur répond « Je ne fie pas ». Quand le commandant de l'armée de l'air dit aux pilotes « Il y a un risque que vous tombiez en captivité », nous ferons tout pour vous sauver. C'est à 1500 km du territoire israélien et tout le monde s'est présenté, tout le monde a volé jusque-là. Quant au mécanisme, encore une fois, c'est très similaire à celui du Liban. Comme il y a eu aujourd'hui, ce matin et toute la journée d'hier, des assassinats au Liban de terroristes du Hezbollah qui tentent de se réhabiliter, telle sera la situation. L'Iran est. C'est pourquoi nous avons besoin de l'aide américaine ici. Ce partenariat américain a un lien très étroit entre nous et les Américains. On verra, on remarquera et on entendra le début d'un mécanisme. Il se peut que les Iraniens fassent 2 actions, personne ne sait. La première, c'est qu'ils arrêteront, ils comprendront que les centaines de milliards investis sont une perte de temps pour eux, car ils savent qu'ils vont être touchés. Deuxièmement, les Iraniens restent des Iraniens. Leur plan, c'est l'anéantissement du peuple d'Israël. C'est écrit là-bas à chaque coin et recoin. Et je t'ajoute encore un point important, que l'axe du réseau ne s'est pas du tout joint. Depuis le Liban, depuis le Hezbollah, il n'y a pas eu un seul tir, pas un seul lancement. Du Yémen, pendant les 12 jours, il n'y a eu que 2 lancements. Depuis l'Irak, il y a eu plusieurs ratés. Oui, Kobi. Aucun doute. Abordons le sujet de la scène de Gaza. L'attention du public, de l'État se tourne là-bas. Au niveau opérationnel, ils planifient déjà ces 2 dernières semaines. Ils sont proches de présenter, au niveau politique, une sorte de plan opérationnel structuré pour la bande de Gaza. De l'autre côté, on voit les images qui arrivent de là-bas, des pillages du Hamas, l'aide humanitaire qui entre là-bas. Que se passe-t-il à Gaza? L'attention s'est déplacée, aucun doute. Combattants, unité,
division étaient déployés ici. Il y a eu une période de pause avec des forces et une activité plus intense à Gaza, et maintenant l'attention est ramenée sur Gaza. On me dit deux choses à Tsahal. Nous allons ressentir dans peu de temps. Nous ne sommes pas prêts à faire traîner ça. C'est une question de semaines, Jonathan, jusqu'à ce que cet événement à Gaza se termine. Ils ont leur propre plan. Ils attendent l'approbation du niveau politique. C'est clair pour eux, c'est clair pour tout le monde. Mais ce que nous n'avons pas fait en 1 an et 8 mois, qu'est-ce qui a changé pour que ça se termine maintenant en quelques semaines? Cody? Apparemment, ce qui a changé, c'est que ce n'est pas seulement la méthode de combat, mais aussi la façon de travailler là-bas. Même au sein de Tsahal, ils ont décidé qu'il fallait savoir quand terminer les choses. En Iran aussi. Je peux te dire, je le savais avant, pas tant que ça. Je ne vais pas non plus faire semblant d'en savoir plus que ça, car mon expertise est limitée sur ce sujet précis. Il serait malhonnête de ma part de prétendre posséder une connaissance approfondie ou des informations exclusives que je n'ai pas réellement. Mon intention est de rester transparent et de ne partager que ce que je sais avec certitude, sans broder ni inventer des détails. Je préfère admettre mes lacunes plutôt que de risquer de diffuser des informations erronées ou de donner une impression trompeuse de ma compréhension. Mon approche est de m'en tenir aux faits et aux connaissances que j'ai acquises et de ne pas m'aventurer au-delà de mes compétences. Je ne suis pas ici pour impressionner par une érudition factice, mais pour communiquer de manière authentique et fiable. Par conséquent, je m'abstiendrai de toute spéculation ou de toute affirmation non fondée. Mon objectif est de fournir des informations claires et précises, basées sur ce que je maîtrise, et de ne pas induire en erreur en feignant une expertise que je ne possède pas. Je crois qu'il est essentiel de reconnaître les limites de son propre savoir pour maintenir la crédibilité et la confiance. Ainsi, je ne m'engagerai pas dans des discussions où mes connaissances sont superficielles et je ne tenterai pas de masquer mon ignorance par des généralités ou des circonvolutions. Je m'efforcerai toujours de présenter les choses telles qu'elles sont, sans embellissement ni exagération. Mon engagement est de rester fidèle à la vérité et à l'étendue réelle de mes compétences. Mais aussi en Irlande, par exemple, où la situation est également complexe et mérite une attention particulière.